et on va cette fois-ci se poser sur la digitalisation au service de la décarbonation. C'est vrai que cet après-midi, on a parlé déjà de décarbonation, on a parlé d'économie circulaire, mais à l'heure des transitions, que ce soit les transitions écologiques ou digitales, l'addition des deux, vous allez le voir, peut-être un plus finalement pour la décarbonation, la transformation numérique, comme elle le fait d'ailleurs dans le secteur de l'automobile, va probablement profondément modifier le marché. Les nouveaux outils, y compris l'intelligence artificielle, peuvent se révéler précieux pour optimiser des tâches, pour collecter de la data ou même pour aider au pilotage des engins ou du suivi de projet. On va en parler avec mes invités. Grégoire Arantz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général chez Arcans, filiale de Monoyer. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialisé dans la transformation digitale de la construction et de l'industrie. À mes côtés également Nicolas Capoen, bonjour. Bonjour. Directeur général de Citec, vous travaillez sur ce que l'on appelle le chantier connecté, on va en parler. Vous commercialisez notamment des systèmes de guidage pour les engins, des logiciels spécifiques au chantier, du matériel topographique. Vous nous direz à quoi va ressembler ce fameux chantier 4.0. Et puis Clément Bénard, bonjour. Bonjour. CEO de Hibou, avec 2 O, je le précise. Vous accompagnez depuis 2017, je crois, les entreprises dans la gestion de leur flotte d'équipements lourds, de véhicules. Vous utilisez pour ça une plateforme de données et d'analyse en temps réel. Vous nous direz justement quels sont les avantages pour le secteur. D'abord, peut-être une question à tous les trois. Quelle est la définition finalement aujourd'hui du chantier connecté? Est-ce qu'il y en a beaucoup et où est-ce qu'on place la barre? C'est quoi un chantier connecté? Je vais commencer par vous, Nicolas. Alors moi je trouve que le terme est très réducteur, chantier connecté, mais on n'a pas trouvé mieux jusqu'à maintenant en fait. Mais c'est nous on le définit comme en fait l'ensemble des technologies, des solutions, des modes de travail, des méthodologies de travail qui permettent d'optimiser et d'automatiser toutes les opérations sur chantier. Toute la façon dont le chantier est exécuté. Voilà, c'est comme ça que nous le définissons. C'est une définition qui vous convient bien? Oui, alors c'est effectivement une partie importante de la digitalisation, le fait que les machines soient connectées à des systèmes d'information. C'est aussi la capacité d'échanger grâce au numérique entre les différents acteurs, les bureaux d'études, les opérateurs de chantier, autour d'un même objectif et d'une même série d'informations. Où est-ce qu'on place la barre quand on parle de chantier connecté, Clément? Je partage les idées émises, je la compléterai juste par une notion qui est importante. C'est un chantier connecté, c'est un chantier où les datas sont utilisées pour permettre de prendre des décisions. En fait, aujourd'hui, il y a énormément de décisions à prendre sur un chantier, des décisions qui sont souvent basées sur le savoir et l'expertise des collaborateurs. L'objectif est de pouvoir venir rationaliser ces prises de décision sur un savoir établi grâce aux data. Alors justement, de la digitalisation, il y en a depuis pas mal d'années déjà, y compris dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Comment elle s'est imposée? Elle a commencé par quoi finalement? Elle est rentrée par quelle porte? Et qu'est-ce qu'elle a changé dans la gestion d'une conduite de travaux? Alors, je pense qu'il y a eu 2 fronts. Alors, ouais. Mais on va commencer par vous et puis je repasserai la parole à Nicolas. Dans les bureaux d'études, dès le début de l'informatique, la digitalisation, ça a commencé par remplacer le papier et le crayon par le dessin électronique, la DAO, et rapidement aussi la simulation. C'est le fait de pouvoir calculer les quantités, optimiser finalement les conceptions de manière à avoir une construction plus efficace. Donc ça, c'était la digitalisation du côté du bureau d'études. Et effectivement, il y a eu aussi un autre chantier en parallèle qui s'est développé sur... Voilà, oui, cette digitalisation, elle n'est pas nouvelle, elle a commencé aussi sur le chantier. Quelques exemples très emblématiques, le guidage d'engin. Oui. Le guidage d'engin et notamment le guidage 3D qui a permis aux machines de travailler en autonomie à partir d'un projet 3D et c'était il y a 25 ans, donc ça avait déjà démarré il y a quelques années. Le GPS grand public aussi, le GNSS grand public qui a permis en fait de créer des outils qui peuvent être utilisés par des non spécialistes. C'est-à-dire qu'avant, il fallait un géomètre spécialiste dans l'utilisation de certains outils pour pouvoir faire certaines tâches. Aujourd'hui, ces tâches peuvent être exécutées par des chefs de chantier, par exemple, ou d'autres personnels de chantier, grâce au GNSS grand public, par exemple. Et puis la connectivité.
Le 4G, l'échange de données qui fait partie de notre quotidien a aussi permis en fait d'accélérer les échanges sur le chantier. Ouais, il y a moins d'aller-retour entre le bureau et le terrain, si j'ose dire. C'est un peu ça, si je le dis de manière un peu triviale. Exactement. Et l'univers de la construction et de l'agriculture sont les deux verticales marchés qui ont connu dans la décennie passée le moins de gains de productivité grâce au digital. L'univers de la construction, c'est un univers qui est très physique, c'est un univers qui est très mobile également, dans lequel il y a une multitude de paramètres à prendre en considération. Et l'arrivée du digital est maintenant puissante. On parle carrément de la construction tech. Cela car les évolutions technologiques ont fait que la donnée existe au travers de solutions comme Trimble, au travers de tous les constructeurs d'engins ou constructeurs d'équipements au sens large même, qui commercialisent des biens d'équipement qui sont connectés. Et donc maintenant qu'il y a une quantité, on peut dire, astronomique de data existante, on arrive dans cette phase de quelle valeur métier allons-nous créer pour cette verticale de la construction. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous dites qu'il y a une quantité importante de data, on a les outils pour faciliter les choses. Est-ce que tous les opérateurs sont à l'aise aujourd'hui avec ces techniques? Est-ce que ça y est, c'est complètement rentré dans leurs usages? Elles permettent, c'est vrai, une optimisation, mais finalement, elles demandent d'être apprises, d'être adoptées. Je crois que vous accompagnez aussi tous les trois à la formation. Ça, c'est important. Oui. Alors, je dirais qu'on est en phase de mutation, de transformation, parce que les technologies se sont accélérées. Il y a plein de choses qui sont possibles maintenant, techniquement. L'appropriation par nos clients, elle n'est pas évidente, elle n'est pas forcément immédiate. Et comme on est en phase d'adoption, il faut à la fois qu'on démontre que les technologies fonctionnent, mais aussi qu'elles apportent un bénéfice pour le client. Donc c'est une double démonstration à faire en fait. Ça marche et ça me sert à quelque chose. Donc ça demande du temps, de l'accompagnement, ça demande beaucoup de retours d'expérience. Donc une approche à la fois très personnalisé, mais aussi un besoin de déploiement à grande échelle si on veut avoir ce maximum de retour d'expérience. Ouais. Oui, et effectivement, la digitalisation a commencé par des digitalisations de tâches individuelles. Donc c'était le calculateur pour le topographe, c'était le système de guidage pour l'opérateur de chantier. Et en fait, ce qui silotait ces opérateurs, c'est le manque de standards, le manque de capacité d'échanger. Ça, ces barrières ont été tombées techniquement sur ces dernières années. Et donc on rentre dans un monde où on peut échanger de la donnée, on peut avoir des systèmes d'information maintenant dans la construction, et tout l'apprentissage qu'on doit faire, c'est à les exploiter. Donc la donnée est disponible, les échanges sont possibles, et l'apprentissage de notre secteur, c'est d'arriver à exploiter ces données qui sont vraiment disponibles maintenant pour en faire des gains de productivité, des gains d'argent, et aussi des gains d'impact sur l'environnement. Donc tout ça, c'est apprendre à exploiter ça qui est vraiment la transformation qui est en cours. Clément ? Je suis tout à fait d'accord avec le terme de en mutation, c'est-à-dire que non, l'usage des données dans l'univers de la construction n'est pas une norme encore pour tout le monde. En tout cas, ça le devient de plus en plus pour les structures d'une certaine taille. En tout cas, elles sont toutes aujourd'hui concernées par le sujet. Quand on va venir sur la notion de décarbonation, aujourd'hui tous les grands groupes non pas encore actifs sur le sujet, mais tous sont concernés. Et donc, de près ou de loin, la data est présente. Et effectivement, il y a un sujet de familiariser la verticale de la construction avec l'usage des data. Et dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire un marché qui est plutôt complexe, pas facile, les sociétés se rendent de plus en plus compte que pour survivre, pour continuer à évoluer dans le temps, elles ont la nécessité de prendre des décisions de plus en plus rationnelles, et ça passe par l'usage des data. Le chemin est en pleine mutation, quoi. J'ai effectivement sciemment commencé par faire un tour d'horizon pour qu'on ait bien conscience qu'avant d'en arriver à la digitalisation au service de la décarbonation, il fallait déjà que les sociétés soient emparées des premières briques. Et c'était important de faire cet état des lieux parce que effectivement, c'est vrai, on a du guidage de machines, on a de l'optimisation de travail et des coûts énergétiques. On voit que finalement cette digitalisation, elle sert à plein de choses aujourd'hui. En quoi est-ce que ça va être un plus de leur dire oui, vous pouvez aussi vous en servir pour la décarbonation? Parce que
On oppose souvent quand même le numérique et les enjeux climatiques. L'ordinateur consomme des matières premières, de l'énergie. Il est à la fois le problème et la solution. On est bien d'accord. Alors là, je voudrais réagir. Parce qu'il y a toujours effectivement les mythes. Un petit peu de provoque quand même. Non, il faut bien. Mais le digital, effectivement, est un segment qui crée du CO2. C'est connu. Il faut savoir quand même aussi que le principal des émissions CO2 du secteur digital, il est lié au streaming vidéo et au mining du Bitcoin, mais pas des pierres. Donc, effectivement, on a fait faire une étude, et d'ailleurs la FNTP a fait faire une étude par Carbone 4 pour essayer de voir quels sont les contributeurs aux émissions du secteur de la construction. La partie calcul est extrêmement faible, de plusieurs ordres de grandeur en dessous des émissions de nos engins. Donc en fait, utiliser du digital pour simuler et optimiser l'utilisation de nos machines et diminuer la consommation de matériaux, c'est encore un calcul profitable, très profitable. Donc ça, il faut vraiment écarter ce mythe. Les émissions CO2 du digital sont un très bon calcul par rapport aux économies qu'on peut faire dans le chantier. Nicolas. Et c'est d'autant plus profitable que le retard de productivité dans le domaine de la construction est énorme et lié justement au manque de digitalisation. Il y a énormément de travaux qui sont faits, refaits. Il y a effectivement des discontinuités dans le processus qui génèrent ce manque de productivité. Et manque de productivité, ça veut dire des machines qui tournent, qui émettent du CO2, ça veut dire des matériaux qui sont gaspillés, ça veut dire des trajets multiples, des gens qui vont à droite, à gauche, etc. Donc c'est vraiment la digitalisation au service d'un travailler mieux, d'un travailler plus efficacement et donc de consommer directement moins de carburant et de faire moins d'émissions de CO2. Je pense qu'aujourd'hui, on a le plaisir de pouvoir parler de décarbonation grâce au digital parce que nous sommes arrivés à un stade de maturité où la donnée est existante. Et c'est maintenant que cette donnée est existante que nous pouvons basculer dans ce sujet-là. Ouais, vous avez noté, j'ai dit problème et solution. Tout à fait. Quand même. Justement, comment on fait, une fois qu'on sait ça, qu'on a cette donnée, comment on fait pour l'exploiter ? Qu'est-ce que vous dites aux constructeurs, aux personnes avec qui vous travaillez, que vous devez les convaincre en disant la digitalisation, oui, elle est au service de la décarbonation. Comment vous leur faites comprendre que c'est utile ? Alors là, quelle est la démonstration oui, allez-y. Donc le statut actuel, qui explique aussi la raison d'être d'une structure comme la nôtre, le statut actuel, c'est que les constructeurs de biens d'équipement commercialisent de plus en plus de biens d'équipement connectés. Ça veut dire que vous achetez une voiture Stellantis demain, que vous le souhaitiez ou que vous ne le souhaitiez pas, cette voiture Stellantis émet de la data. Vous achetez une machine Caterpillar demain, que vous le souhaitiez ou que vous ne le souhaitiez pas, cette machine Caterpillar émet de la data. Et je peux prendre cet exemple sur un très grand nombre de marques. Ce qui fait qu'un industriel, un exploitant ou un loueur se retrouve avec à sa disposition une multitude de flux de data existants. La première mission qui est la nôtre est de permettre à l'industriel de prendre le contrôle sur l'ensemble des flux de data qui sont les siens. Et ces flux de data, qu'est-ce qu'on va en faire ? On va notamment alimenter des solutions logicielles existantes, type Bismart, pour permettre aux clients de piloter leur décarbonation. Parce que quand on parle de décarbonation, ça veut dire qu'il faut baisser les émissions carbone. Et si on veut baisser les émissions carbone, encore faut-il savoir de où on part. Il faut les mesurer. Voilà, il faut les mesurer, exactement. Et aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plein de politiques de décarbonation qui sont lancées, mais il est très difficile de mesurer l'impact des politiques de décarbonation qui sont menées. Pour te donner quelques exemples, on peut avoir des clients qui vont utiliser du biocarburant. On peut avoir des clients qui vont former leurs chauffeurs. On peut avoir des clients qui vont essayer dans leur politique d'achat, d'acheter des machines qui sont censées ou qui émettent moins. Mais quelle est la conséquence véritable ? Et maintenant, nos clients, grâce aux data, ont la capacité de mesurer l'impact
de chacune de ces politiques. Et ça, c'est un argument quand on parle de transformation digitale qui pèse aujourd'hui dans le secteur du bâtiment et des travaux publics? Oui, bon, quand on dit par exemple de l'amélioration continue qu'on peut faire, on parle d'ordre de grandeur de 30-40% facilement au niveau du poste de travail. Alors ça, c'est effectivement se dire on prend ce que l'on fait déjà, on le mesure et on voit là où on n'est pas très efficace et on l'améliore. Hein, donc c'est l'amélioration continue par la mesure. Hein, ce qui est une pratique très courante dans l'industrie, hein, c'est Six Sigma, c'est toutes les méthodes d'amélioration continue. L'autre angle que l'on peut avoir, c'est aussi la simulation a priori. C'est de dire, je réfléchis, je vais construire cette route à cet endroit-là, qu'est-ce que ça signifie comme déplacement de terre, qu'est-ce que ça signifie comme matériaux à consommer, et quelle est la manière que je peux faire qui va me permettre de minimiser a priori l'impact et le coût de ce chantier. Et ça, la possibilité de simulation, parce qu'on a plus de données sur l'existant et plus de mesures sur ce qu'il y a, nous permet d'utiliser l'ordinateur pour vraiment optimiser a priori. Donc on voit que le tandem, je réfléchis à l'amont, je vois comment je peux optimiser mon chantier, je vois les exécutions qui peuvent être les plus efficaces, et le suivi après sur le chantier pour s'assurer que ce que l'on avait optimisé sur le bureau d'études se passe réellement sur le chantier et apprendre au fur et à mesure. C'est vraiment ce duo qui va nous permettre de faire de vrais sauts quantiques. On a évoqué tout à l'heure, un petit peu plus tôt dans l'après-midi, les simulateurs et les bénéfices cachés que ça pouvait avoir. C'est la même chose finalement. On s'aperçoit que plus on met de la data, plus on met du digital, finalement, plus on va éveiller les consciences et pouvoir mesurer où doivent porter les efforts. Oui, en fait, le projet qui est optimisé en conception, dont parlait Greg à l'instant, par ces outils de simulation. Ensuite, il faut le réaliser. Il faut le réaliser et chaque chantier est unique en fait. C'est là généralement que les problèmes commencent, c'est-à-dire que la réalisation, elle est très souvent différente du modèle qui a été imaginé. Parce qu'il y a une discontinuité et on manque de systèmes de suivi, de contrôle, de mesure pour optimiser la phase d'exécution justement. Donc le digital apporte des outils qui automatisent des tâches de suivi, de mesure, qui permettent de savoir exactement où on en est, qui permettent d'accélérer les décisions aussi, qui permettent d'éliminer toutes les tâches inutiles et d'automatiser un certain nombre de tâches. C'est comme ça qu'en fait on baisse aussi les émissions de CO2 et qu'on améliore finalement le bilan carbone du chantier, parce qu'on a optimisé l'exécution à tous les niveaux en fait. Au niveau de l'individu, au niveau du poste de travail, de la machine, mais aussi de l'ensemble du fonctionnement en fait. Voilà, Oui, alors je voulais rebondir. On pourrait même utiliser une métaphore comme quand vous cherchez à aller faire le trajet depuis chez vous à un lieu de vacances, oui. Par exemple. Vous allez utiliser au début Google Maps qui va vous permettre de trouver la meilleure route qui vous permet d'aller depuis chez vous jusqu'à ce lieu de destination. Mais après, dans le véhicule, vous avez un logiciel de navigation qui va vous permettre de dire « Ah, il y a une coupure de route à cet endroit-là ». Vous avez changé de route et il va recalculer tout de suite la meilleure manière de rejoindre votre lieu de destination. Donc vous voyez que c'est... Et ça aujourd'hui, on est en capacité de le faire sur un chantier. Tout à fait. Oui. C'est quelque chose qui a beaucoup progressé de ce côté-là et on peut commencer à faire ce genre de philosophie, bien planifiée et savoir replanifier en fonction de ce qui se passe réellement sur le chantier. On a quoi comme outil aujourd'hui quand on est un constructeur? On a de l'IA, on a la connectivité, on a de la data, on a de l'automation, de la traçabilité, on a tout ça finalement qui vient s'agréger et qui vient faire qu'on a un chantier, je disais connecté tout à l'heure. Mais... Oui. En fait, on a la base, en tout cas dans nos métiers, un modèle numérique 3D du chantier qu'il faut exécuter. Donc ça veut dire qu'on a un guide finalement de travail. C'est comment on s'en rapproche le mieux possible, sans faire et défaire, sans écart et en veillant à ce que l'outil de production qui réalise ça, c'est-à-dire les machines, les dizaines de machines qui vont réaliser le chantier, fonctionne de manière efficiente. C'est-à-dire qu'il s'agit de mener le chantier tel qu'il doit l'être et dans le meilleur temps possible, mais aussi veiller à ce que l'outil qui a produit ça, lui, il est aussi efficace. Parce qu'il ne s'agit pas de produire un chantier parfait avec un bilan CO2 désastreux. Mais justement, efficient, ça avait une autre signification il y a quelques années. Aujourd'hui, efficient, ça tient compte de ces nouveaux paramètres, dont la décarbonation? Oui. Alors ça c'est la data qui le permet, vous avez des outils de monitoring qui permettent de suivre les flux des machines sur un chantier par exemple. Donc, dès lors que vous avez des cycles un peu répétitifs, vous êtes en mesure de détecter les écarts, de les réduire
Et puis de regarder si effectivement toutes les heures passées sont réellement utiles, sont réellement efficaces. Et là, on a pas mal d'expérience maintenant. On a des réservoirs d'optimisation de 30 à 50%. 30 à 50%. Ah oui, c'est colossal, oui, bien sûr. Parce qu'il y a des temps d'attente, parce qu'il y a des sources d'optimisation sont considérables. Clément ? Il faut vraiment se rendre compte, comme on le disait tout à l'heure, à quel point la décarbonation, c'est pas seulement la consommation d'énergie, mais c'est aussi beaucoup la façon dont on utilise le parc matériel. Je ne prendrai qu'un chiffre. Quand la Fédération nationale des travaux publics, la FNTP, publie qu'en moyenne sur le territoire français, le taux de ralenti, c'est-à-dire le taux d'usage des machines quand elles tournent sans produire, est de 35%. Il faut vraiment se rendre compte que c'est 35% des machines de tous les exploitants qui tournent dans le vide. Et donc les réservoirs de progrès sont, on peut le dire, astronomiques. C'est énormissime à l'échelle nationale. Et ces informations-là, personne n'est derrière une machine à surveiller ou à suivre, et le but n'est pas là. Le but, c'est de pouvoir piloter, administrer, donner des bonnes pratiques et pour influencer cette tendance générale. Et les données viennent ici être un formidable outil pour piloter. Oui, pour améliorer effectivement, par exemple, la consommation d'énergie. Vous parliez des machines et du taux de ralenti. C'est vrai que c'est assez impressionnant. On peut imaginer l'intelligence artificielle aujourd'hui au service justement de ces sujets énergétiques. Alors, ce que je peux dire, c'est une structure comme Hibou. Aujourd'hui, on gère presque 70 000 machines, les données de 70 000 machines dans 50 pays. À la fin de l'année 2023, on avait géré 1,2 milliard de points de data et ce chiffre a été multiplié par 10 entre le début et la fin de l'année 2023. Ce qui veut dire qu'il y a des quantités de données qui sont astronomiques. Nos clients utilisent une infime partie de ces données qui sont à leur disposition. L'IA a pour vocation de permettre au client final de mettre en exergue les données qui sont clés parmi ce volume astronomique. Il faut bien se rendre compte ce qu'une machine comme celle qu'on aperçoit en face, le volume de data qu'elle est en capacité d'émettre au quotidien. Et la première story d'IA, parce qu'on parle de story autour de l'IA, est d'aider les clients à avoir ce focus sur ces données qui sont révélatrices d'un événement clé. Que ce soit un événement particulièrement favorable ou un événement particulièrement défavorable, c'est déjà une grande mission de détecter la donnée clé qui a pour vocation à faire grandir l'opérationnel au quotidien. On peut donner aussi quelques exemples. Effectivement, donc l'IA, elle est faite. L'IA, ça mange de la donnée. Donc il faut de la donnée pour commencer à pouvoir générer des propositions intéressantes. Et sur la base de la donnée qui est disponible, ne serait-ce que par exemple sur les sources de matériaux, donc où est-ce que vous pouvez extraire, quelles sont les carrières disponibles sur un parcours. Nous déployons chez des clients déjà des logiciels qui permettent d'aller identifier sur la base d'un parcours de route réalisé quel est le meilleur sourcing des matériaux pour diminuer le coût et les émissions CO2 du projet. Donc l'IA permet en fait d'aller proposer des améliorations sur un même projet de base pour arriver à diminuer l'impact et le coût d'un chantier. Donc on est au début de cette histoire-là, évidemment, puisque c'est le début de la disponibilité de beaucoup de données et donc le début de l'exploitation. Mais effectivement, le fait d'avoir toutes ces données unifiées, ça ouvre tout le champ d'utilisation de l'IA pour aller identifier les améliorations que l'on peut trouver. Ouais, alors comment on fait justement pour accélérer, Nicolas? Parce que c'est aussi la question, je pense. Oui, alors déjà l'IA, elle fait partie du quotidien. C'est-à-dire que quand vous tapez un message et que votre téléphone termine vos mots, c'est de l'IA en fait. Et quand on traite des gros volumes de données, alors si on repart de notre maquette 3D, un gros volume de données suite à un lever d'un drone par exemple, qui vous a fait une image du terrain en 3D, c'est plein de petits points, ce qu'on appelle un nuage de points. Donc l'IA, elle nous permet d'identifier et de catégoriser les objets sans trop d'intervention humaine. Donc on automatise des choses par l'intelligence artificielle, la reconnaissance d'objets par exemple. Donc c'est déjà présent
au quotidien en fait. C'est de l'intelligence artificielle de premier niveau. Je sais pas et de ce fait, tous ces outils rendent le coût de la donnée bien plus faible. C'est-à-dire qu'avant, on payait beaucoup de temps d'ingénieur pour interpréter toutes ces mesures, toutes ces choses-là. Et ces outils d'assistance, finalement, nous donnent accès à de l'information beaucoup plus rapidement. Et c'est vraiment ça, la barrière qu'on est en train de franchir, c'est que le coût de la donnée pour prendre des bonnes décisions a énormément baissé. Et du coup, c'est très triste de s'en priver. Et ça, c'est un argument aussi qui peut être entendu probablement par les constructeurs, par le secteur du bâtiment et des travaux publics. Absolument. Et je crois que vous me demandiez qu'est-ce qu'on doit faire. La recommandation, c'est d'essayer. C'est de prendre quelques chantiers. Et on a certains clients qui disent maintenant, je veux comprendre un petit peu plus, je vais essayer. Et je crois que le coût de l'essai, c'est vraiment faible par rapport aux bénéfices potentiels. Et il faut savoir que quand on parle de gains de 20 à 30%, le taux de profit d'un chantier, c'est beaucoup plus faible que ça. Ceux qui arrivent à les maîtriser en premier, ce seront les gagnants et ceux qui vont rester après. Et donc, se passer de la tentative de comprendre comment utiliser ces outils-là, c'est vraiment tuer l'opportunité de rester vraiment relevant pour le futur. Je vous voyais réagir, Clément. Pour venir étayer la réponse à l'accès à cette data, il y a un point qui est important, c'est tout l'univers de la législation, le côté légal. Il y a le Data Act, la première version qui vient d'arriver et qui a pour objectif de considérablement venir faciliter l'accès à la data pour le client final à moindre frais. Même s'il y a marqué sans frais dans le texte, à voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, le commun des mortels peut encore trop avoir l'impression que la donnée émise par un actif matériel est détenue par le constructeur et que c'est sa propriété. Ce qui n'est en aucun cas le cas. Ce Data Act explique que certains acteurs peuvent être détenteurs, mais il n'y a aucune notion de propriété. Et le but est de venir donner beaucoup de transparence à l'ensemble des tiers agissant sur ce marché. Et donc, dans ce cadre-là, le cadre légal vient considérablement aider à l'accès à la data. Et il y a un deuxième point majeur, c'est la CSRD. Qui crée des obligations quant à notamment la maîtrise de l'impact carbone. Et donc c'est inscrit, c'est aujourd'hui, donc ça c'est en train de se mettre en place. Et donc ça ne peut que aider les industriels à aller dans cette voie de la décarbonisation grâce au digital. D'un mot, Nicolas, on commence à être en retard. Oui, je rejoins un petit peu ce que disait Greg il y a quelques instants sur l'expérimentation. En fait, il faut que les entreprises permettent effectivement à leurs équipes d'expérimenter des choses, de sortir un petit peu de leur cadre habituel aussi, parce que finalement toutes ces technologies, elles modifient. Quand on essaye, on est convaincu. C'est surtout qu'on modifie vraiment les façons de travailler, donc les organisations. Ça veut dire qu'il y a des périmètres de certains qui s'étendent, d'autres qui se réduisent. Donc il faut permettre aux gens de sortir de leur cadre et d'interagir avec les autres. Voilà. Et nous, on essaie d'apporter chez nous en tout cas cette vision métier qui est très importante. C'est-à-dire qu'on vient pas aborder nos clients sous l'angle produit ou technologie, mais sous l'angle métier. C'est-à-dire quel est leur usage, quelle est leur application. Parce que nos équipes ont travaillé dans des entreprises de travaux publics avant, donc elles parlent le même langage et c'est fondamental pour pouvoir être entendues et parler le même langage. Ouais. Partir du terrain pour faire la bonne démonstration. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous sur ce plateau pour clore cette journée ici à Intermat. On revient évidemment dès demain, 10h. Vous serez en compagnie d'Emmanuel Le Chiffre. On parlera de talent, on parlera aussi de jeunesse, évidemment, de formation, d'attractivité des métiers avec Emmanuel. Et puis, on parlera également des influenceurs, parce qu'il y en a dans le secteur du BTP. Et puis, je vous retrouve évidemment à partir de demain, 14h, ici sur le plateau. Très bonne soirée. Merci. Merci.